Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Zone Franche de ce dimanche. Votre émission dominicale se propose aujourd'hui d'aller dans l'univers des femmes, cette composante de la société qui joue un grand rôle dans le fonctionnement de tous les compartiments de la nation. Cette composante qui est au début et à la fin de toute chose, mais qui rencontre parfois des difficultés qui font qu'elle ne jouit pas toujours de ses droits. C'est de la femme qu'il sera question avec notre invité dans Zone Franche de ce dimanche, Huguette Bokwe-Nyakadja. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Institut national de la femme, une structure qui a été créée pour renforcer les actions en faveur de la gente féminine au Bénin. Ici, nous ferons un point de la situation des femmes béninoises, les problèmes auxquels elles continuent de faire face. Nous verrons ce qu'a été 2023 pour la femme béninoise et puis on occultera par cette initiative qui se déroule du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Une fois de plus, bonjour Madame Nyakadja et merci d'accepter de venir parler de la femme sur Zone Franche. C'est moi qui vous remercie de m'offrir ce plateau pour m'exprimer. Voilà, deux hommes pour recevoir, parler des dames avec une dame qu'on ne présente plus, Madame Nyakadja. Je ne serai pas seul à vous poser des questions. Mon binôme a nom Wahab Ali Para. Wahab, bonjour. Franck Avounou, bonjour. Huguette Bokwe-Nyakadja, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Zone Franche. Avant de vous poser la question de savoir comment se porte l'Institut, on est bien curieux de savoir comment vous vous sentez désormais dans cette posture de présidente de l'Institut national pour la femme, puisqu'on sait que c'est une maison qui vous est connue, puisque par le passé, vous étiez dans le fauteuil de la directrice exécutive de cette institution. Comment on se sent en tant que présidente de ce désormais syndicat des femmes? Bon, on parlera du syndicat tout à l'heure. Allons-y. Alors, moi, je me sens bien. Je me sens bien parce que, comme vous l'avez dit, j'ai été secrétaire exécutive. Mais je me sens surtout bien parce que l'Institut national de la femme bénéficie véritablement de l'appui à la fois du chef de l'État, des ministères sectoriels, de la vice-présidente de la République. Oui. Et vraiment, nous sommes bien entourés. Nous avons des ressources qui nous permettent de vraiment mettre en œuvre le plan de travail annuel. Et puis, peut-être, je crois que ce n'est plus une confidence, je suis une passionnée de la cause des femmes et j'ai vraiment le sentiment d'être dans ma mission, dans ma raison d'être. Et ça m'aide beaucoup. C'est une structure qui est bien gâtée, avec tout ce que vous venez de citer comme appui, la présidence de la République, la vice-présidence, les ministères et tout ce qui va avec. Oui, je pense que, comme vous le savez, la question de la promotion et de la défense des droits de la femme est non seulement une question des droits de l'homme, mais aussi une question de développement. Il y a un lien très direct entre le coût de la violence à l'égard de la femme et le fait que la femme ne participe pas, à cause de ces contraintes-là, qu'elle ne participe pas au développement d'une nation. Nous avons un Bénin qui est en train de se révéler et qui ne peut pas se révéler sans les femmes non plus. Oui. Nous avons un Bénin qui se développe de façon durable sans laisser personne derrière. Donc vous comprenez pourquoi, plus qu'une question de droits de l'homme, c'est aussi une stratégie de développement. Et c'est pour moi l'occasion de dire merci vraiment à toutes ces personnes et à toutes ces institutions, ces structures que j'ai citées tout à l'heure, auxquelles j'ajoute les partenaires techniques et financiers qui ne ménagent pas leur effort pour nous voir avancer. D'accord. En termes de personnel, l'équipe qui vous accompagne, comment vous la sentez à l'heure actuelle? Je crois que nous sommes dans une période où vraiment les différents pôles de l'Institut national de la femme ont été établis. Nous avons le pôle assistance aux victimes qui est la porte d'entrée à l'Institut. Nous avons le pôle juridique qui s'occupe donc à la fois de l'assistance juridique et de l'assistance judiciaire. Et nous avons le pôle communication et sensibilisation.
Donc vraiment, l'Institut national de la femme, son opérationnalisation est vraiment arrivée à un niveau très appréciable. Et à l'heure actuelle où je vous parle, la secrétaire exécutive et une équipe de l'Institut national de la femme sont à Parakou, étaient également à Abomey, ouais, pour réunir et renforcer les capacités de tous les points focaux et les antennes départementales de l'Institut national de la femme qui ont été désignés par les ministères, par les institutions, dans les CPS. Et donc, vraiment, après ce renforcement de capacité, le 15 décembre, les points focaux et les antennes départementales seront installés. Et là, vraiment, la vitesse de croisière des actions de l'INF sera vraiment amorcée. D'accord. Alors, est-ce que vous sentez que ces différents compartiments de votre institut, n'est-ce pas, ces différents compartiments ont pris, je dirais, la mesure de la situation, la lutte qui est désormais la vôtre? Vous les sentez vraiment impliqués? Absolument, mais vraiment totalement. Cet ensemble que nous avons validé, le plan stratégique de l'Institut national de la femme, cet ensemble que nous validerons dans les jours qui viennent, le plan, la stratégie de communication de l'Institut national de la femme, nous nous sommes à plusieurs reprises retirés en team, en équipe INF, pour réfléchir ensemble, pour nous imprégner davantage de notre mission et pour former une équipe. Parce que pour vraiment bien avancer, il faut constituer une équipe, avoir un esprit d'équipe, un esprit d'institution. Oui. C'est ce que nous avons travaillé à acquérir et nous sommes mobilisés et nous sommes en marche vers, je crois, un bon avancement pour les droits des femmes. Alors, il y a quelques mois, quand vous recevez, même dans vos bureaux là-bas à l'Institut, vous avez parlé de ces points focaux que vous allez déployer sur le terrain. Alors, quel travail est fait pour que l'information vous remonte même du tréfonds du Bénin? Je veux parler des communes, des arrondissements, des villages, des quartiers de ville. Est-ce qu'à ce niveau, il y a également vos répondants? Oui, justement. Les points focaux, justement, sont des points focaux qui existent dans les administrations, oui, d'accord, dans les institutions aussi. Oui. Toutes les institutions de la République ont désigné leur point focal. En ce qui concerne le rôle de ces points focaux dans les administrations, ça va être surtout, partout de toute façon, ils sont les yeux et les oreilles de l'Institut. Oui. Et dans les administrations, je crois que ce qui est dominant, c'est la question du harcèlement sexuel et autres. Mais par contre, les points focaux qui sont désignés à l'intérieur des centres de promotion sociale oui, sont vraiment les points focaux qui vont être déployés sur le terrain, au niveau communal, au niveau arrondissement. Ils seront déployés, ça veut dire que c'est en cours. Oui, comme je vous dis, oui, on a tenu absolument à d'abord faire un renforcement de capacité. C'est en cours actuellement. Ça va, nous avons encore quelques jours pour terminer. Et comme je vous ai dit, l'installation officielle se fera le 15 décembre. Donc dans moins de 10 jours. Dans quelques jours. Donc il y a donc un travail qui est fait pour que, une fois ces équipes et ces points focaux installés, que les zones reculées, comme le disait Franck Arounou, que ces zones reculées ne puissent pas se sentir, je dirais, délaissées, pour qu'on ne pense pas que l'œil et l'oreille de l'Institut se trouvent juste à Cotonou. Exactement. Ces points focaux-là, ce sont les points focaux où, disons, l'INF, le plus proche possible des populations. C'est elles qui vont intervenir au niveau des communautés, au niveau, en tout cas, comme je vous l'ai dit, niveau communal, niveau arrondissement, oui, pour écouter, pour conseiller, pour accompagner. Aujourd'hui, par exemple, quand nous avons un dossier, je prends un dossier à la Criette, nous faisons venir les victimes qui sont vulnérables. Nous les déplaçons jusqu'ici, on paye leur déplacement, on paye leur séjour, on a des avocats qui les défendent gratuitement, mais tout cela se passe beaucoup plus par téléphone, etc. Avec les points focaux
ils seront accompagnés dès le début de la procédure. C'est ça. Nous ne sommes pas là quand ils vont au commissariat, etc. Oui. Mais avec les points focaux, ils seront accompagnés au besoin. S'ils ont besoin, par exemple, pour les certificats médicaux à obtenir sur réquisition. Ça vous permet de suivre le processus jusqu'à la fin. Le processus est suivi. Et les points focaux sont, comment dirais-je, donnent les informations aux antennes départementales. Oui. Parce que nous avons aussi 12 antennes départementales. Et il y a donc un lien entre les points focaux et les antennes départementales. Et les antennes départementales et la coordination à la base, ici, au siège de l'Institut national de la femme. Donc l'information va circuler. Tout ce dont les victimes ou les potentielles victimes ou même les populations pour être informées, auront besoin. Les points focaux seront là pour satisfaire à ces besoins et fournir les services sociaux requis. Dans cette même dynamique, vous initiez chaque année 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. D'abord, avant d'en arriver à l'initiative, quand on dit violence basée sur le genre, je crois, vous ne protégez pas seulement les femmes, non? Alors, là, je vais clarifier les choses. Allons-y, c'est dans l'intérêt même de nos téléspectateurs. L'Institut national de la femme a une mission très claire. Promotion du leadership féminin dans toutes les sphères, dans tous les domaines, et lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Donc, c'est très clair. Mais ça ne veut pas dire que nous rejetons les hommes qui viennent nous voir. Quand les hommes viennent nous voir, ce que nous faisons, étant donné que ce n'est pas directement notre mandat, nous les écoutons, nous les conseillons. Si ce sont des personnes qui sont par exemple déterminées à aller en justice, nous les renseignons sur les voies de recours qui sont ouvertes. Parce que aussi, beaucoup de gens pensent qu'il n'existait pas ou qu'il n'existe pas de voies de recours ouvertes aux hommes. Oui. Mais ce sont les mêmes voies de recours qui étaient ouvertes aux femmes qui sont ouvertes aux hommes aussi. La simple différence, c'est qu'il y a des lois spécifiques liées au fait que particulièrement les femmes subissent vraiment les violences et que, bon, il y a des situations, des choses qui n'arrivent pas aux hommes. D'accord. Il y en a également qui sont battus par les femmes dans des ménages. Nous l'apprenons, mais ce que aussi je vais vous dire, c'est que du fait que nous écoutons ce qu'ils disent, parfois nous réalisons que, en fait, ils sont en train de subir une espèce de violence en retour, de violence exercée, longtemps, et de frustration longtemps contenue. Oui. Une forme de réplique. Une forme de réplique. Bon, c'est pas ce qu'on souhaite pour les couples de toute façon. Mais on se rend compte que c'est le ras-le-bol qui fait que... Vous laissez entendre qu'il y a eu suffisamment d'accumulation de frustration et de malaise au niveau de la femme qu'un jour elle arrive à détonner un peu. Voilà, qu'elle dit, bon ben ça suffit, je me défends en fait. D'accord. Parfois quand ils viennent se plaindre de violence, en fait c'est de la défense inattendue à laquelle ils n'étaient pas habitués, qui les choque, etc. Bon, c'est vrai aussi que nous avons... Personne, enfin, dans le camp des hommes comme dans le camp des femmes, de temps en temps, il y a toujours des cas, comme on dit. Donc, on les conseille, on ne les rejette pas, mais on n'ouvre pas un dossier pour faire une procédure. D'accord. On en sait maintenant un peu plus sur l'ossature de votre institut et de son fonctionnement. On en vient à la question de Franck Arounou qui faisait allusion à ces 16 jours d'activisme contre la violence ou contre les violences basées sur le genre. On va s'intéresser maintenant à l'initiative. Qu'est-ce qui justifie cette ambition? Elle est noble, certes. Oui, en fait, je dois dire que ce n'est pas une initiative propre à l'Institut national de la femme. Ouais. C'est 16 jours d'activisme à l'initiative des Nations Unies. Oui. Et donc, qui sont maintenant déclinés en série d'activités par les pays avec un thème. Généralement, il y a un thème, on va dire, global. Oui. Par exemple, cette fois-ci, c'est investir davantage dans la prévention et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, que chacun maintenant décline dans son pays selon son inspiration et selon aussi les priorités propres à chaque pays. Et les dates sont précises. Le 25 novembre, c'est la célébration de la journée contre l'élimination
des violences à l'égard de la femme. D'accord. Et le 10 décembre, comme vous le savez, c'est la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Oui. Donc, entre ces deux-là, Oui. il y a 16 jours chaque année au cours desquels il y a comme une stratégie de mobilisation sociale. Oui, quand on prend ces deux extrémités, Quand on le prend ces deux 25 extrémités. novembre et le 10 décembre. Voilà. 10 décembre. Et c'est 16 jours que moi j'appelle 16 jours d'urgence. C'est ça. C'est pas que pendant les autres jours de l'année on ne faisait rien, mais Oui. pendant ces 16 jours-là, on se mobilise, on porte la couleur orange qui est le symbole de la paix, C'est ça. et on fait des choses ensemble en fait. On se mobilise, secteur privé, ministère Pour sectoriel, intensifier les actions. pour intensifier les actions, pour réfléchir aussi, Oui. pour faire des bilans, pour réfléchir, pour voir est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on enregistre des résultats positifs, est-ce qu'il y a des violences émergentes qui ne sont pas encore prises en compte, est-ce que nos stratégies sont bonnes, etc. Et vraiment, on se mobilise et tout le monde met la main à la pâte, tout le monde se sent concerné en fait. D'accord. C'est aussi le message qu'on envoie, c'est aussi que c'est l'affaire de nous tous. C'est pas une affaire de femmes pour des Alors, femmes. quelles sont les activités que vous avez eu à mener pour le compte de cette année? Oui. Voilà. Alors, cette année, on va dire qu'il y a eu des activités initiées par l'Institut national de la femme D'accord. et des activités menées conjointement avec d'autres acteurs auxquels l'Institut a participé. Et je pense que comment dirais-je, la symbolique, c'est vraiment la collaboration, le partenariat entre l'Institut national de la femme et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ensemble, nous avons lancé les 16 jours et nous, par exemple, la première activité qui s'étend d'ailleurs jusqu'à toute cette semaine et la semaine dernière, Oui. c'est la sensibilisation des officiers de police judiciaire. Tous. Donc, nous avons eu des activités, nous avons eu cette sensibilisation à Alada, Oui. à Pobet, à Porte-Novo et à Cotonou pour couvrir l'Atlantique, le plateau Louémé et le littoral. D'accord. Et c'est vraiment tous les officiers de police judiciaire D'accord. qui ont été réunis et nous avons discuté de l'accueil. Pourquoi le choix? Pourquoi leur choix? Parce que ils sont une porte d'entrée importante des plaintes qui sont déposées pour violences basées sur le genre. C'est ça. Et l'accueil à ce niveau-là, l'accueil est déterminant parce que c'est l'accueil. L'accueil peut influencer le reste. Exactement. L'accueil peut déterminer la poursuite ou non de la volonté d'aller en justice. Oui. Et donc, comment accueillir les questions qu'il vaut mieux ne pas poser. Sous quel angle écouter les personnes, c'est-à-dire l'oreille attentive, l'oreille sensible aux gens. La disponibilité également. La disponibilité Donc, vous leur apprenez aussi. un peu la pédagogie pour... Voilà. pour Et accueillir puis, les victimes. on écoute aussi les difficultés qu'ils nous évoquent, les pressions qu'ils subissent parfois, peut-être aussi la difficulté des femmes, quand ce ne sont pas des femmes qui les écoutent, la difficulté des femmes à se confier à un homme. à un C'est-à-dire, homme, vous avez etc. noté, est-ce qu'au cours de cette opération, vous avez vraiment noté ces cas-là où les femmes se sentent un peu gênées de venir, Exposer. de venir Oui. exposer leurs difficultés à un autre homme, peut-être parce qu'à cet homme, on voit un peu le bourreau qu'ils ont laissé à la maison. Oui, disons, c'est les officiers de police judiciaire eux-mêmes qui nous ont confié, qui constatent que les femmes sont réticentes. Et même quand les femmes viennent au centre, par exemple, des fois elles disent je suis allée au commissariat mais je n'étais pas très à l'aise et Dieu merci on m'a dit que je pouvais venir ici, etc. Donc pour nous c'était extrêmement important. La question, on voulait aussi voir comment est en train d'être appliqué le décret relatif à la délivrance des certificats médicaux gratuits quand c'est sur réquisition. Et comme c'est eux qui délivrent les réquisitions, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des difficultés? Comment vous accompagnez? Est-ce que le délai de délivrance est respecté, etc. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'avoir cet entretien-là pour qu'on échange. Et il y a des perspectives d'organiser pour les acteurs juridiques et judiciaires, aussi pour les psychologues et les assistants sociaux, des cliniques juridiques. Des simulations de procès qui permettront à chacun de bien comprendre et de
d'être à l'aise dans son rôle et de voir comment ces difficultés peuvent être résolues et comment aussi la procédure, une fois qu'elle quitte les bureaux des OPJ, comment est-ce qu'elle se poursuit. Il y a des étapes auxquelles ils n'assistent pas, comment ça se passe, etc. Donc, c'est visiblement un exercice de renforcement de capacité. Est-ce que vous avez senti les choses bouger dans le sens de vous faciliter la tâche dans votre mission au niveau de l'Institut? Ce que nous avons constaté dans cette activité, c'est qu'il y avait une bonne volonté des officiers de police judiciaire de collaborer avec nous. C'est ça. Et nous avons convenu avec eux qu'en cas de difficulté, ils pouvaient nous appeler. Même déjà au moment de l'audition, peut-être pour la détermination de la nature de l'infraction, ils pouvaient nous appeler. S'ils avaient des difficultés, par exemple, qui se rendaient compte que la victime ne pouvait plus rentrer chez elle et qu'elle avait besoin peut-être d'un logement de transition ou quelque chose comme ça, désormais, les points focaux seront dans les communes, dans les arrondissements avec eux. Donc, leur recommander de saisir ces points focaux pour se voir la tâche facilitée. Parfois, ce n'est pas simple, vous savez. Un officier de police judiciaire peut se retrouver dans une situation où à 2 heures du matin, une femme est venue porter plainte, elle ne peut plus retourner à la maison. Les infrastructures des commissariats ne permettent pas de loger une femme. Il va peut-être se confier au maire, au chef de quartier, au chef d'arrondissement, quelqu'un qui va dire « Ok, en attendant que le matin ne vienne, je vais vous loger. » Et puis peut-être le lendemain, le conjoint ou le compagnon va dire « Ah, tu as passé la nuit dehors, tu as découché, etc. » et interpréter la situation vraiment à l'effet de l'aggraver. Voilà, donc aujourd'hui, plutôt que de nous appeler depuis Cotonou, où nous allons essayer de résoudre tout cela par téléphone, nous avons les points focaux qui sont beaucoup plus proches. En résumé, vous avez multiplié vos oreilles, vous avez multiplié vos yeux aussi. Nos yeux, nos oreilles, nos bras. C'est ça. Allez, en dehors de cette activité, quelle autre activité? Puisqu'on sait que ce samedi également, on a constaté qu'il y a eu de la mobilisation autour de l'Institut national de la femme. En dehors de ça, comme je vous ai dit, nous avons profité de cette période pour renforcer les capacités des points focaux qui seront installés le 15 décembre prochain. C'est important parce que justement, c'est ce à quoi ils vont s'atteler. Gérer au niveau local, au niveau le plus proche des communautés, toutes les questions liées au VBG et aux besoins de sensibilisation, de vulgarisation des lois, de dialogue communautaire. Troisième chose, je pense que vous avez probablement observé que l'Institut national de la femme est vraiment dans une campagne digitale, dans une campagne médiatique sur les réseaux sociaux, etc., avec beaucoup de messages, avec des images qui sont le symbole de quelque chose. Un jour, ce sera la sororité. Un autre jour, ce sera la masculinité positive. Un troisième jour, ce sera un message pour dire que si tu ne parles pas de la violence que tu subis, on va penser qu'elle n'existe pas. Aussi dire un message qui dit par exemple qu'un homme qui se retrouve en train de posséder, on va dire, une petite fille, ne peut pas dire, une mineure ne peut pas dire j'ai couché avec elle. Non, il l'a violée, un point, un trait. Donc, on essaye de sensibiliser, on essaye des mots forts, des mots clés, d'expliquer quelle est notre mission et d'expliquer aussi ce que c'est que les VBG, la répression qui peut tomber sur quelqu'un s'il la commet, etc. Comment nous alerter, les numéros, les voies par lesquelles on peut nous saisir, etc. Ce qui vous avez peut-être constaté, qui est le couronnement de nos activités, c'est la grande caravane menée le samedi, toute la journée, dans la ville de Cotonou, avec les émigrants, avec qui une action de sensibilisation a été menée. Caravane dont la trajectoire a échoué, a culminé ou a connu son point final devant la statue de l'Amazone, et où un grand concert réunissant un certain nombre d'artistes a été organisé, avec aussi pendant ce concert des jeux, des quiz sur
des questions liées évidemment pour passer des messages. Pour passer des messages, les émigrants et les jeunes. En résumé, c'est 16 jours d'activisme, comme vous avez dit, c'est 16 jours d'urgence qui a également consisté à toucher la sensibilité des uns et des autres à l'effet de montrer que c'est le combat de tout le monde. Oui, et à répondre, à participer aussi à des activités organisées par d'autres. Nous avons rencontré, ça fait la deuxième fois que j'ai rencontré l'équipe INF a rencontré une première fois le réseau des féministes, que hier, elles ont fait un forum scientifique sur non, c'était pas hier, c'était il y a 4 jours. Elles ont fait un forum scientifique sur le féminisme, l'histoire du féminisme au Bénin, pourquoi il n'y a pas assez de données statistiques, etc. Et donc, j'ai participé à ce panel. C'est un peu comme un pont entre la génération précédente ou actuelle des féministes et vraiment la jeune génération des féministes. Et nous avons convenu avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance que nous participons mutuellement aux activités les uns des autres. D'accord. Alors, c'est semaine intense. 91 que cette initiative-là a pris corps. Hein. Et à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que le Bénin en a tiré si on doit faire un bilan? Je pense que nous avons beaucoup avancé puisque à chaque fois, on a mené des discussions, à chaque fois, des chiffres ont été présentés, à chaque fois, les études qui ont été réalisées sont, disséminées, vulgarisées. Et je pense que nous avançons. On travaille tous les jours, 365 jours, on travaille sur les droits des femmes, sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais ce moment, ces 16 jours nous permettent de nous retrouver déjà entre acteurs, de faire le point, de voir où on en est, d'ajuster, d'adapter, etc. Et ça permet chaque année de voir qu'on fait du progrès, qu'on fait du chemin. Ça permet aussi de voir qu'une espèce de coalition se forme à chaque fois et agit et puis fait son bilan, se remet en cause peut-être, se réjouit des progrès et travaille ou s'engage à lever les obstacles, etc. Je pense quand même que tout ça participe, on va dire, de l'environnement favorable à la lutte contre le patriarcat et dans toutes ses dimensions et dans toutes ses manifestations, la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes, ça participe de cet environnement-là qui permet justement qu'on mène ce combat et qui permet qu'on continue de nouer des partenariats, qu'on continue de faire un dialogue communautaire. C'est vrai, c'est un travail de longue haleine, mais je pense quand même qu'on a fait du chemin. Et quand on regarde aussi toutes les avancées au niveau de la réforme législative, qui permet justement aujourd'hui de frapper là où il faut, et aussi de laisser la loi exercer ces différentes fonctions qui sont à la fois une fonction punitive, mais aussi une fonction préventive, parce qu'on sent quand même que le temps de l'impunité, le glas de l'impunité a vraiment sonné, que les gens sont de plus en plus attentifs et de plus en plus conscients que maintenant, on ne peut pas commettre une violence, on ne peut pas violer un enfant, on ne peut pas violer une femme, etc. et se dire, bon, ben je l'ai fait, et puis après. Alors, si vous êtes satisfaite au plan législatif par rapport à tout ce que nous avons comme loi pour protéger, aujourd'hui réprimer et tout ce que vous voulez, qu'en est-il du plan socio-professionnel? Est-ce que ça va de mieux en mieux? Les femmes sont... Vous avez la même satisfaction? Alors, je vais dire que nous avançons. Vous savez, pour moi, au-delà des chiffres, le baromètre, c'est la sortie du silence. C'est le fait que le mur du silence soit brisé. Vous sentez que les femmes osent de plus en plus? Les femmes osent de plus en plus. Même si tout à l'heure, peut-être si l'occasion m'est donnée, je pourrais donner des chiffres. C'est ça. Entre le moment où l'Institut a commencé et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a vraiment eu une progression. Non seulement les femmes ont conscience maintenant qu'elles subissent de la violence, parce que parfois aussi, les femmes ne savent même pas qu'elles sont en train de subir. Elles pensent que c'est naturel, ça va de soi. Que c'est les normes, voilà. Donc, la conscience de subir une violence, la volonté de dire, la volonté de refuser de subir
la violence, le courage de porter plainte, donc d'aller plus loin que... ce qui est souvent très difficile. Ce qui est très difficile, et ça, il y a un aspect de la plainte, du fait de décider de porter plainte, qui fait partie de nos défis. Et puis aussi, la dénonciation. Nous recevons aussi beaucoup de dénonciations, y compris de personnes qui ne veulent pas que leur identité soit ceux qui dévoilée, ce que nous respectons toujours, qui réclament l'anonymat, mais aussi de personnes qui disent non, on peut dire que ça ne gêne pas d'être reconnu. Donc en gros, il y a encore des pesanteurs sociales qui font que les femmes n'accèdent pas réellement à leur droit, à la manifestation de leur droit, à la jouissance de leur droit. Oui, il y a, on va dire, il y a une pesanteur socio-économique qui est plus forte encore que la pesanteur sociale. C'est ça. C'est la dépendance économique. Oui. Vis-à-vis de l'auteur. Les hommes tiennent les femmes, je dirais, à travers l'argent, oui, le fonds économique. Donc, il y a cette dépendance économique. Il y a aussi la violence économique ou patrimoniale, si je puis ainsi s'exprimer, qui est celle qui consiste, par exemple, à demander à la femme, à contraindre la femme ou la jeune fille à arrêter ses études ou à arrêter de travailler pour pouvoir s'occuper de l'homme, des enfants, etc. Donc, cette dépendance économique, elle est très forte, et c'est elle qui va déterminer si une femme va dire « je vais plus loin » que vous dire « bon, je souffre », si on peut lui tirer les oreilles. Si on peut l'influencer un peu, le menacer pour qu'elle change. Et même là, parce que parfois aussi, le simple fait d'être invité, pour un homme d'être invité à l'Institut national de la femme, peut faire que au retour de cette invitation, ils disent à la femme, si tu as eu le courage d'aller devant tu peux encore retourner demain. Tu peux retourner demain, donc. Ça peut valoir à une femme une expulsion de son domicile. Oui, mais tout ce que nous disons et tout ce que vous faites, est-ce que ça ne va pas faire, excusez de peu, faire pousser des ailes à certaines femmes qui vont plus respecter, en tout cas, les principes, les b.a.-ba dans un foyer. C'est vrai, même si vous êtes indépendante économiquement, il y a quand même un certain respect qu'il faut vouer à votre époux. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir, il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir lorsque vous êtes en couple. Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que les femmes font bien la part. Elles font bien la part des choses. Oui. Et puis bon, quand vous dites pousser des ailes, moi je dis, dire non à la violence, ce n'est même pas pousser des ailes. Dire non à la violence qu'on subit, c'est exercer un droit fondamental de la personne humaine. Je pense que si on compare les femmes aux hommes, je crois que c'est seulement les femmes qu'on éduque à devenir de bonnes épouses. Si on va se dire la vérité. Oui. Moi, je ne sais pas combien de papas disent à leurs enfants qui vont se marier, les enfants, les hommes du sexe masculin, qui leur disent « sois un bon époux, sois gentil, sois respectueux de ton épouse ». Il y en a qui le disent quand même. Oh, bon. Il y en a qui le disent. Enfin, en bon défenseur des droits des femmes, je comprends votre posture. Mais il y a des femmes, par exemple, dans un foyer, la femme qui gagne beaucoup plus, 3 fois le salaire de l'homme, et qui doit décider de tout. Et c'est l'effet inverse qu'on observe. C'est la femme qui dirige carrément le foyer. Je n'ai pas, comment dirais-je, le fait que la femme dirige, le fait que la femme gagne plus que l'homme, le fait que la femme dirige, enfin, je ne crois pas que c'est elle qui prend les décisions, mais elle participe à la décision, parce que c'est elle qui finance. Oui. Il y en a, non, attendez, laissez-moi finir. Allons-y. C'est trop facile de systématiquement déclarer qu'une femme qui gagne plus que son mari, une femme qui participe de façon importante aux charges du ménage, qu'elle prend la grosse tête. Je ne crois pas. C'est plutôt l'attitude du mari qui peut exacerber, comment dirais-je, exacerber. Vous sentez que l'homme sera complexé dans ce contexte? L'homme, dans ce contexte, parce que la société reconnaît, la société dit que c'est lui qui est en charge
l'homme peut être systématiquement frustré. Je le dis, parce que chaque fois qu'un homme peut, je dis, hein, il demande à sa femme d'arrêter de travailler, de rester à la maison, qu'il va pouvoir. Pourtant, par la suite, c'est encore lui qui estime qu'elle est un poids, elle est paresseuse, etc. Donc, naturellement, les hommes veulent exercer un pouvoir dominant dans le foyer. Du coup, qu'on le veuille ou non, l'exercice et quand la femme a les moyens, elle dit automatiquement non. Quand la femme a les moyens, surtout les moyens économiques, pour ne pas dire les moyens financiers. Quand la femme a les moyens, la frustration en griffe de l'homme, le fait qu'il se sente légèrement émasculé par la capacité financière de la femme, le rend provocateur. C'est ça. Et ça fait que quand la femme a toutes les charges, la majorité des charges, fait l'effort d'assumer ces charges-là et subit cette provocation, ça peut l'amener à réagir. Et c'est à ce moment que on estime que parce qu'elle a dit je ne vais pas être celle qui prend toutes les charges et encore être celle qui reçoit des injures, qui est mal respectée. À un moment donné, elle est tentée de dire merde. Oui, à un moment donné, merde non, mais elle est tentée de dire il faut arrêter ça, quoi. D'accord. Alors, dans un de vos développements tout à l'heure, vous semblez faire un procès au papa à la maison en termes d'éducation des enfants. Vous notez que ce ne sont que des filles qu'on prépare à être, je dirais, des bonnes épouses à la maison et que l'exercice n'est pas fait chez les garçons. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un niveau donné, il y a aussi une part de responsabilité des mamans, puisque les éducations des premières heures relèvent des femmes? À quel niveau vous pensez que les femmes ont échoué en termes d'éducation de leurs garçons, de leurs enfants masculins, pour que, entre-temps, quand ils grandissent, ils deviennent, je dirais, le bourreau des femmes? Oui, on peut admettre que... Parce qu'on se demande comment une maman a éduqué son enfant pour que finalement, son enfant devienne violent quand il grandit. Non, on ne va pas dire comment une maman... C'est vrai que j'ai dit les papas, mais c'est aussi parce que je sais que à un moment donné, une maman se retire, c'est-à-dire au-delà de ce que papa et maman disent collectivement, une maman se retire avec sa fille pour lui donner des conseils de maman, pour qu'elle soit une bonne épouse, etc. D'accord. Et ce que je veux dire, c'est que... Vous ne sentez pas les papas faire la même chose chez les garçons? Voilà, ce que je sens les papas faire, c'est insister pour que leur fils... un boulot, une situation stable, etc. Mais comment être un mari gentil, comment être un mari exemplaire et autres, je ne pense pas que les papas jouent ce rôle. Je peux me tromper, peut-être que les papas d'aujourd'hui le font. Alors, ce que je veux, à ce niveau, on va dire que c'est une responsabilité collective. C'est ça. Parce que c'est depuis qu'on est tout petit, de toute façon, que ça commence. Je reconnais que les mamans, fatalement, passent plus de temps avec les enfants que les papas. D'accord? Et que c'est aussi leur devoir, qu'elles doivent donner de bons signaux. N'est-ce pas? Parce que parfois, les mamans ne donnent pas de bons signaux. Comme je disais la dernière fois, la maman d'une petite fille se plaignait d'un comportement, se plaignait à la maman d'un petit garçon, du comportement de son petit garçon vis-à-vis de sa fille. Et la maman de dire, garçon là même, c'est garçon depuis qu'il est tout petit. Mais non. Mais non. Il s'agit de dire à son enfant, garçon, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu dois respecter les filles aussi. Tu dois faire ça. C'est-à-dire que les parents cautionnent parfois. Voilà. Il y a parfois des choses qu'on dit, des choses qu'on pense, des signaux qu'on donne, qui ne sont pas ça prépare déjà l'enfant. Ça prépare l'enfant psychologiquement à le bas âge que vraiment le garçon c'est quelqu'un qui va être brutal, etc. C'est une responsabilité des deux parents. D'accord. Alors en termes de satisfaction, en termes d'avancée au niveau de l'amélioration des conditions de la femme, est-ce que sur le plan de l'autonomisation de la femme, vous avez, je dirais, les mêmes acclamations comme sur le plan juridique? Non. Comme je vous l'ai dit, pratiquement 80% des femmes qui viennent à l'Institut national de la femme sont des femmes qui sont
financièrement dépendants pour les diverses raisons que je vous ai données. D'accord. Ne travaille pas, je m'occupe de toi, Oui. arrête tes études, on fait les enfants d'abord et puis après, D'accord. on verra. Ou simplement, voilà, la situation est telle que ces femmes-là ont renoncé à la demande de leurs époux à travailler, ou alors parfois simplement l'extrême pauvreté. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Et c'est à ce moment que joue le partenariat entre l'Institut national de la femme et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance ou d'autres structures. Oui. Ça peut être des partenaires techniques et financiers. Parce que nous, dans notre mandat, il n'y a pas l'autonomisation financière. C'est ça. Ça ne fait pas partie de notre mandat. Mais je reconnais que la femme vulnérable, économiquement vulnérable ne sera totalement accomplie que si, en plus de lui apporter l'aide psychologique, l'aide sociale, Oui. l'aide juridique, l'aide Qu'on lui apporte la solution en on lui termes apporte la d'autonomie solution financière. qui va changer sa vie. Est-ce de que tous les jours. cela n'est pas une réflexion que vous pouvez lancer au niveau, un plaidoyer que vous pouvez faire au niveau des autorités pour qu'on vous ajoute ce volet-là pour être plus complet dans votre action? Non, puisque ce volet est déjà assuré par Le ministère des Affaires le sociales. ministère des Affaires sociales et de la microfinance. D'accord. On va pas créer un chevauchement de mandats D'accord. sur cela. Et qu'il y a aussi des partenaires qui sont volontaires D'accord. pour... c'est-à-dire que nous, on va faire du référencement D'accord. de ces cas spécifiques. Ça sous-entend que quand vous enregistrez ces genres de cas, l'Institut fait une suggestion, une orientation de ces personnes vers le ministère des Affaires sociales. Vers le ministère des Affaires sociales, ou si ça demande vraiment quelque chose de plus comment dirais-je, si ça demande par exemple de mettre la personne dans une formation, de payer la formation jusqu'à son terme et de lui donner les moyens d'acquérir les premiers matériels pour commencer l'activité. Là, on demande le soutien d'une structure, d'une banque, là-bas, de tout autre partenaire technique et financier qui peut le faire. Ça, c'est pour ce qui, Franck, vous permettez, ça, c'est pour ce qui concerne les femmes dans leur grande majorité, la majorité, bien entendu, dans les foyers. Qu'en est-il des jeunes filles, des jeunes filles? Alors, puisque votre combat les concerne aussi. Oui. Il les prend en compte. À ce niveau, on fait beaucoup d'accompagnement psychologique. C'est ça. On fait beaucoup de comment je vais dire, c'est une espèce de coaching, si je peux ainsi dire. Parce que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes qui viennent nous voir sont aussi parfois dans un état qui demande vraiment un accompagnement psychologique. Il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui viennent nous voir qui ne savent pas ce qu'elles vont faire de leur vie aussi. C'est-à-dire au-delà de la souffrance affective et des problèmes avec le mari, elles sont un peu désorientées. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? À ce moment-là, notre accompagnement va jusqu'à voir avec elles, discuter avec elles. Mais c'est quoi votre don? C'est quoi votre talent? Comment vous vous projetez dans quelques années, etc. Et parfois, ça leur fait énormément de bien. D'accord. Dans le rang des jeunes filles, on a des intellectuels, au moins celles qui sont allées à l'école. On a également qui sont, je dirais, dans le monde paysan, paysans qui pratiquement ne maîtrisent rien, ne savent rien, je dirais, de la loi et autres. Comment vous gérez ces deux cas-là? Parce qu'on a bien des élèves, des étudiantes et autres dans ce lot. Contrairement à ce qu'on peut penser, même quand quelqu'un n'est pas allé à l'école, la personne peut comprendre. Ça ne nous pose aucune difficulté d'ouvrir les yeux d'une jeune fille sur la violence qu'elle est en train de subir. Et d'ailleurs, parfois, elles sont conscientes. C'est ça. Elles viennent nous voir, elles disent, bon, je ne bénéficie pas du soutien de mes parents, mais en même temps, je n'ai pas envie de tomber enceinte, je n'ai pas envie de me retrouver mariée de force, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? À ce moment-là, c'est là où la personne peut rester. Peut-être l'idéal de toute façon, c'est une famille d'accueil, enfin, un accueil par un membre de la famille, autre peut-être que les parents directs et autres. Toujours la question de qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que pour aider quelqu'un, il faut aussi qu'on sache ce que la personne, qu'est-ce qui passionne la personne. C'est important d'avoir cette réponse à la question. Et après ça, maintenant, on peut dire, voici le type de service que je peux te proposer. Un accompagnement, si un accompagnement, ça, bon, tu as choisi telle chose, on va voir qui peut financer
telle activité que tu as envie de mener, ou alors on lui dit mais non, on se rend compte que tu as quelqu'un qui peut t'aider à continuer de te former, donc on te recommande de te déplacer vers tel autre membre de la famille ou de trouver un endroit qui est plus adapté à ce que tu es en train d'envisager. Et on donne des conseils. Voilà, Madame Ce n'est Yakadia, pas difficile, même quand les gens ne comprennent pas français. nous allons parler des difficultés avant de nous projeter sur l'année 2024. Vous nous direz tout à l'heure les défis, les grandes actions, les grands chantiers qui vous attendent en 2024. En termes de difficultés aujourd'hui, quand vous êtes en action, quand vous menez vos activités, vous recevez les gens et que vous devez vous positionner pour les extirper de leurs souffrances et tout, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face souvent? Les obstacles que vous rencontrez sur le chemin. Je crois que l'obstacle principal, c'est justement la volonté de la personne d'aller jusqu'au bout. Franchement, c'est le défi principal. Progressivement, on brise le silence, mais on n'arrive pas à destination. Il y a des obstacles à des niveaux donnés ou bien des éléments en cours de route qui amènent, je dirais, les plaignantes à se rétracter. Et à ça, il y a, comment je vais appeler ça? Une sorte de pression ou Il y a la pression, d'intimidation? c'est-à-dire, la pression, c'est aussi la pression de la belle famille. C'est ça. La pression Les de la parents de belle l'homme. famille, elle est extrêmement forte. C'est elle qui peut faire qu'une femme va renoncer à aller en justice, à aller plus loin, parce qu'elle sait qu'elle va subir des représailles. Elle sait que elle peut ne même pas pouvoir rentrer chez elle. Elle sait que peut-être qu'on va lui prendre tous ses enfants et qu'il va lui falloir rentrer dans une procédure encore pour pouvoir visiter ses enfants ou pour pouvoir récupérer ses enfants. Il y a un lien très clair entre les capacités économiques des femmes et leur capacité à pouvoir vraiment dire non à la violence et se séparer aussi de l'environnement ou de se séparer de l'environnement où elles subissent la violence ou avoir la certitude que si elles reviennent dans ce milieu, les choses vont vraiment changer. D'accord. Et c'est là où la tâche de l'Institut national de la femme, c'est une chaîne en fait. Oui. Il y a ce que l'Institut national de la femme fait, ce que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance va faire, ce que le ministère en charge de l'éducation va faire, ce que le ministère en charge, je ne sais pas, du commerce va faire, ce que le ministère de la Justice va faire. C'est vraiment la prise en charge holistique, comme nous disons. Une bonne partie est assumée par l'Institut psychologique, juridique, judiciaire. Mais pour ce qui concerne la médicale, pour ce qui concerne l'économique, c'est vraiment du ressort d'autres avec qui il faut un partenariat systématique. Beaucoup plus accentué. Beaucoup plus accentué. D'accord. Peut-être, je vais dire que c'est le défi. D'accord. Et c'est clair qu'il est important, mais on ne peut pas non plus répondre à toutes les sollicitations. Et la question de l'éducation est capitale. D'accord. Parce qu'on ne peut pas traîner de force, prendre par le collet une femme pour lui dire il faut que tu travailles. Il faut qu'elle le comprenne. D'accord. Alors, dans ce volet toujours, est-ce que vous fonctionnez un peu comme certaines structures juridiques qui s'auto-saisissent des dossiers? C'est-à-dire, lorsque la femme vient porter plainte et que, bon, chemin faisant, elle ne souhaite plus poursuivre, est-ce que vous dites non, ce dossier n'est pas à laisser tomber, nous devons aller jusqu'au bout, peu importe le fait que la plaignante se soit rétractée, nous, on doit aller jusqu'au bout et rendre justice. Carrément, vous observez une situation où vous sentez que la femme est suffisamment brimée. Est-ce que vous pouvez vous saisir vous auto-saisir du dossier? Exactement. C'est le pouvoir qui nous a été donné, c'est non seulement d'accompagner, mais c'est d'essayer en justice quand bien même quelqu'un n'aurait pas déposé plainte. Et c'est déjà arrivé. Il y a des choses que nous voyons, il y a des situations que nous voyons sur les réseaux sociaux dont nous nous saisissons. Après avoir vérifié la véracité des faits, après nous être assurés que c'est bien au Bénin ici que ça se passe, etc., nous nous auto-saisissons. Nous avons aussi des cas dans lesquels les femmes se sont arrêtées en cours de route, mais où nous avons dit au procureur, non, on poursuit.
et où le procureur lui-même était d'accord avec nous pour qu'on poursuive. Parce que l'objectif aussi, c'est de ne pas du tout donner le moindre signal que quelque chose une VBG peut être commise et rester impunie. Oui. Il y a des situations, on a connu un dossier dans lequel la femme est décédée et où nous nous sommes saisis. C'est vrai que c'était sur dénonciation d'un frère qui n'a pas voulu qu'on sache que c'était lui, mais nous nous sommes saisis. Donc c'est bien dans nos pouvoirs, selon nos statuts, mais aussi selon la loi portant prévention et répression des infractions commises à raison du sexe. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile, parce que le défaut de témoin, le défaut etc. peut poser problème, mais les procureurs, les juges sont vraiment déterminés à être solidaires de ce que l'impunité là. Oui. Ça ne doit plus être de mise. D'accord, l'impunité ne doit pas être de mise. On sait que nous avons les chefs quartiers, les maires, les CIA et autres, et que dans les zones, je dirais, traditionnelles, quand on a un problème et qu'on a franchi le seuil de la famille, on peut consulter tout ce beau monde pour trouver une solution. Au-delà, nous avons des commissariats, nous avons des juridictions et nous avons également l'Institut national pour la femme. Donc, bien d'arsenal prévu pour lutter contre les violences basées sur le genre. Mais le mal persiste. Visiblement, les violences basées sur le genre ont la peau dure. Pourquoi? On va dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. On va dire que c'est vraiment un combat de longue haleine. Mais on va aussi reconnaître qu'on vient de loin. Souvenez-vous qu'il y a une époque où on n'en parlait même pas. Souvenez-vous qu'il y a une époque où les lois n'étaient pas assez spécifiques et ne couvraient pas toutes les formes de discrimination. Souvenez-vous aussi que, comment dirais-je, on n'avait pas le bénéfice de la volonté politique exprimée, pas seulement exprimée, mais vraiment manifestée de façon concrète. Oui. Partout dans le monde, ce combat est un combat difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a la possibilité de faire reculer ce mal. Et que toutes les actions combinées, prévention, répression, et vraiment répression, parce que je sais que beaucoup de gens estiment que la répression n'est pas la solution, mais je peux vous dire que la répression est la solution. Il y a des gens qui ont peur de venir, d'être convoqués à l'Institut national de la femme. Donc, le dissuasif aussi a un rôle à jouer. Donc, progressivement, c'est ce que j'appelle environnement. Il y a un environnement qui doit être favorable à la chose. Et il y a les outils. Il faut travailler sur cet environnement. Voilà. Et il y a les outils qu'on met en œuvre. Donc, nous accentuons la sensibilisation. Les sensibilisations sont prévues aussi pour les chefs de quartier. Et les chefs traditionnels, est-ce que vous collaborez avec eux? Bien sûr, nous collaborons avec les chefs traditionnels. Et je peux même vous dire que certains parmi eux expriment la volonté de voir l'Institut les soutenir dans des actions courageuses qu'ils veulent entreprendre pour concilier. Ça ne tient pas dans ses cordes en termes de moyens. C'est énormément dans nos cordes. C'est même une chose idéale, puisque nous allons vers les chefs traditionnels et autres, les chefs religieux. Mais quand c'est eux-mêmes qui disent, on a besoin de vous au début de l'année 2024, je vais entamer une mission qui va consister à les rencontrer tous, les têtes couronnées, les chefs religieux, les chefs traditionnels, et vers mars, nous aurons mis en place le cadre de concertation nationale pour la mobilisation contre les violences basées sur le genre, et ils auront un rôle prépondérant à jouer dans les partenariats que nous allons établir, les engagements que nous allons faire prendre et dont nous allons faire le suivi de l'exécution pour un changement des mentalités. Avec votre développement, nous tombons dans le dernier axe de nos discussions. Vous avez parlé. Quelles sont les autres actions fortes? Vous avez parlé d'une tournée, vous avez parlé de la mise en place d'un cadre de concertation. Il y a quoi d'autre au programme pour 2024? Et là, ça nous balance dans le milieu des chiffres, si vous pouvez nous en donner un peu. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Allons-y. Je peux vous dire que du 1er janvier, pardon, je ne veux pas dire de bêtises, voilà, du 1er janvier au 24 novembre, je commence par les années précédentes. Septembre 2021 à septembre 2022, on avait 298 dossiers, donc 98 devant les juridictions
15 décisions de justice rendues. C'est ça. Ensuite, rien que janvier-février 2023, nous avons eu 97 dossiers. Donc 40 devant les juridictions, 5 décisions de justice. Donc, jusqu'au 1er janvier 2023, c'était un total de 395 dossiers. Wow. Et 20 décisions de justice rendues. Imaginez-vous qu'entre le 1er janvier 2023 et le 24 novembre dernier, nous avons totalisé 1010 dossiers reçus à l'Institut national de la femme, dont 300 devant les juridictions. C'est ça, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, et 120 décisions qui ont été rendues. Est-ce qu'il y a des dossiers qui ne sont pas défendables, Oui. dans lesquels vous trouvez que la femme est en train d'exagérer, par exemple? Non. Il y a des dossiers qui ne sont pas de notre ressort, je vais dire. D'accord. Un dossier de licenciement d'une femme, par exemple, elle va venir nous voir, mais on va constater que ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle a été licenciée. Et si elle avait Elle avait été entre-temps été harcelée, par exemple, et elle n'a pas cédé. Là, ça fait un autre, ça fait problème dans problème. Ça veut dire que c'est la cause du licenciement, c'est le harcèlement sexuel. Et ça qualifie ce licenciement systématiquement de licenciement abusif. D'accord. Là, vous vous en saisissez. Automatiquement. N'est-ce pas? Il y a aussi des dossiers qui n'ont pas besoin d'aller en justice. Parce qu'il y a des dossiers qui sont des questions de pension alimentaire, des questions de domanial, de droit de propriété, des questions d'héritage. Une simple sensibilisation des deux côtés permet des deux côtés, mais aussi un règlement. C'est-à-dire qu'on va obtenir du mari qu'il paye un engagement ou qu'il vienne déposer, que le rendez-vous pour prendre la popote soit au siège de l'Institut. Ça veut dire que l'Institut joue la carte de la conciliation par moment. Je ne vais pas appeler ça conciliation, je vais appeler ça règlement. C'est-à-dire parce qu'il y a aussi l'efficacité et la célérité. Ce qui n'a pas besoin d'aller en justice. Si le mari dit, je ne veux pas d'histoire, que mon nom ne sorte pas, je viens payer, pourquoi on va aller en justice? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas écouté la femme ou qu'on ne l'a pas restituée dans ses droits. Mais on a gagné du temps. J'appelle ça du gain de temps. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. Les femmes, qu'est-ce que vous attendez d'elles pour mieux les défendre, pour mieux leur permettre de jouir de leurs droits et pour réussir ces chantiers dont vous avez parlé tout à l'heure? On ne peut qu'encourager les femmes qui le veulent. Parce que vous savez, on ne pourra pas non plus, comme vous dites, on ne peut pas faire le bonheur de toutes les femmes au Bénin sans leur consentement. Mais pour celles, on est là pour celles qui décident de se faire aider. Et on est là aussi pour encourager celles qui n'ont pas, celles qui hésitent à se faire aider. Et puis, on sait que progressivement, si on gagne de ce côté-là, les autres qui se taisent et qui nous observent vont se dire, ah tiens, ça marche. Et vont également se manifester. Ce que nous attendons d'elles, c'est qu'elles se souviennent que l'Institut national de la femme est là, qu'elles peuvent venir libérer la parole en toute confiance, que si elles veulent qu'on garde la confidentialité, cette confidentialité sera gardée jusqu'à, bien sûr, un moment où, s'il faut aller en procès à un moment donné, il va falloir bien ouvrir la confidentialité. Nous voulons leur dire que nous avons des psychologues pour s'occuper d'elles, nous avons des assistants sociaux pour assurer leur prise en charge, nous avons la possibilité de les référer vers des médecins, pour aussi vers des structures qui peuvent les aider à s'autonomiser économiquement. Bref, nous sommes là. Elles ne sont plus seules. Elles seront accompagnées, elles seront écoutées. Des avocats pourront les défendre sans bourse déliée, de façon gratuite, et leur dire que le fait qu'elles habitent loin, qu'elles sont dans le fin fond du nord, le fin fond du sud, ailleurs, n'est pas un empêchement. Qu'elles nous contactent, on viendra à leur aide, on assurera les frais qui leur permettront de se rapprocher de la justice et d'avoir gain de cause devant les juridictions. D'accord. Vous avez des numéros verts pour vos services? Nous avons un numéro principal, c'est le 51 07 88 88. Et comme j'aime bien dire, même si une femme n'a pas un téléphone portable, elle a un ami, une amie qui a un téléphone portable. Répétez-le. WhatsApp 51 07 88 88. Téléphonez-nous, envoyez-nous des messages WhatsApp, vocaux, écrits, envoyez des pièces à conviction qui montrent des photos
tout ce que vous voulez. Mais l'Institut national de la femme est là, bras ouverts, pour recevoir toutes les femmes qui ont besoin qu'on les écoute et qu'on les assiste. Alors madame, nous allons fermer un peu cela pour rester dans notre vie de tous les jours. Oui. Quel est le secret pour vivre une vie de ménage assez heureuse, pour être bien avec son époux, Oui, pour avoir un époux qui ne éviter. soit pas obligé Oui. d'exercer une petite violence pour obtenir ce qu'il veut de la femme, ou bien pour éviter que la femme lui fasse des choses qui vont l'énerver. Quel est le secret en tant que mère? Tout ça pour les vous femmes permettre, qui vous aussi, suivent? au niveau de l'Institut, de soupler un peu. C'est-à-dire que les problèmes soient réglés de manière à ce qu'on n'ait plus besoin de venir venir taper devant vous. la porte de l'Institut. Oui, alors moi, il y a 2 choses principales pour moi. La première chose, c'est que il faut absolument travailler. C'est ça. Il faut faire quelque chose de sa vie d'abord, D'accord. avant de mettre sa vie ensemble avec celle d'un autre. C'est important pour nos C'est jeunes filles qui vous extrêmement écoutent. important. Vous devez travailler, peu importe le système dans lequel vous êtes, mais l'éducation, l'acquisition de la connaissance, l'exercice d'un métier et la création de revenus est indispensable. Première chose. La deuxième chose, c'est très simple. C'est peut-être pas simple, mais c'est vrai, tout simplement. Le choix de la personne avec qui vous êtes. Qu'est-ce qui détermine ce choix? Il y a des petits signaux. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous parlez de votre avenir avec la personne, qu'elle renfrogne la mine, qu'elle vous tourne le dos, inquiétez-vous, faites une pause. Demandez-vous. Parce que la vie est faite de choix. Oui. Demandez-vous S'il y a vraiment quelque vous chose pouvez à espérer rester. avec celui-là. Voilà. Et il faut, si ce n'est pas le cas, et si vous n'avez pas l'intention de rester à la maison, ce que je ne vous conseille pas, ou de ne rien faire, ou de dépendre exclusivement d'un homme, ce qui n'est pas bon, alors faites une pause et demandez-vous si c'est la vraie personne. Parce que ce sont les clés, on va dire, de l'entente par la suite. Celui qui ne veut pas entendre parler de votre avenir, renoncez à faire votre vie avec cette personne. Celui qui, à l'avance, déjà vous dit, avec moi, on ne travaille pas avec moi, on reste à la maison. Sauf si vous avez le cœur solide pour endurer cela, réfléchissez par 2 fois avant de vous mettre avec la personne. Et convenez de communiquer et puis fixez aussi des limites, fixez des barrières. C'est ça. Et, dès le début, il faut dire, Déjà, on ne me dans frappe l'amitié, pas. Oui. Je te respecterai, tu me respecteras. Ne me frappe pas, même pas une seule fois, parce que la seule fois là, c'est déjà de trop. Et je pense que ces préalables sont importants pour réduire autant que possible le risque de... Et si ça arrive, il faut avoir le courage de dire non et de se faire aider au besoin, mais ne pas se taire jusqu'à en être victime, jusqu'à en perdre la vie, jusqu'à en perdre toute personnalité, jusqu'à tout perdre, non. Allez, voilà qui est bien dit. Elle a enfilé le manteau de présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokpe-Nyakadia. Et puis ensuite, elle a enfilé le manteau de maman. Il s'est adressé à ses sœurs à travers tout le Bénin. C'était Zone Franche de ce dimanche. Nous remercions Madame Huguette Bokpe-Nyakadia d'être passée par ici. Merci pour votre disponibilité sans cesse renouvelée, pour tout ce que vous faites pour la femme au Bénin. Merci. À la prochaine. Wahab, merci et merci à toute l'équipe de réalisation. On se reprend dimanche prochain.